tranquille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Quand l'idée m'est venue de créer ce podcast, le premier sujet que j'ai eu envie de traiter, c'est la douleur. Parce que la douleur, c'est un phénomène qui est vraiment universel, parce que ressenti par tous, mais aussi propre à chacun, et donc subjectif. Et je pense qu'au-delà de la méconnaissance des phénomènes physiologiques complexes de la douleur, il y a aussi cette subjectivité qui rend la douleur si difficile à appréhender. Du coup, celle-ci s'accompagne de beaucoup d'idées préconçues. Pour éclaircir tout ça, j'ai donc invité Marie Basselon, kinésithérapeute qui s'est spécialisée dans le management de la douleur et l'éducation des patients, mais aussi des thérapeutes. J'espère que cela vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu as un parcours assez atypique pour une kinésithérapeute, donc je voulais savoir si tu pouvais te présenter. Oui, je peux. Déjà, merci Sébastien de m'inviter pour ce podcast. Me présenter, je suis kiné et j'ai deux grandes spécialités dans ma pratique au cabinet. D'une part, je travaille avec des patients qui ont des douleurs persistantes et la plupart du temps complexes, c'est-à-dire, enfin moi en tout cas, la façon dont je l'entends, des douleurs où plusieurs facteurs sont présents, entre autres des facteurs psychosociaux. Et puis mon autre spécialité, c'est de travailler avec des gens qui ont des problématiques au niveau de la mâchoire et du visage, donc tout ce qui est rééducation maxillofaciale. Sinon, peut-être, pour me présenter un peu plus par rapport à ce podcast qui est à destination plutôt du monde sportif, moi j'exerce personnellement pas mal de sports et plutôt des sports de montagne. Donc peut-être que j'aurai des références dans cette interview sur mes propres sports qui sont la rando ou le ski. Et puis sinon, c'est vrai que j'ai un parcours un peu particulier par rapport à la douleur et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de partager mes réflexions et des petites histoires sur la douleur de façon à faire comprendre et peut-être faire percevoir la douleur différemment. Et je fais ça par l'intermédiaire, entre autres, des nouvelles sur ABC Douleur. Voilà. C'est un peu pour ça que je voulais t'interviewer, parce que je trouvais ça vraiment intéressant, ces newsletters sur ABC Douleur, de rendre justement la douleur quelque chose d'assez complexe, de le rendre le plus simple possible et le plus accessible possible pour les patients. Et donc je voulais savoir, pour introduire un peu justement la douleur, est-ce qu'il y a une définition un peu gold standard de la douleur, ou est-ce que tu as une définition à toi de la douleur? Je vais rebondir sur deux choses. C'est vrai que j'essaie de rendre la douleur facilement compréhensible, peut-être pour les patients, mais pas que. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel de santé aussi, parfois on a une idée préconçue sur la douleur et on se rend pas compte que la personne face à nous peut avoir une perception différente. Donc c'est de se dire ma vision et ma définition, ça sera la mienne, mais si ça se trouve c'est pas la définition ou la conception de la personne face à moi. Donc oui, il y aurait des gold standards de définition sur la douleur. On peut prendre la définition de l'Association internationale d'études sur la douleur, mais toutes ces définitions sont souvent complexes et éloignées du vécu de chacun. Donc si on revient peut-être à se dire qu'est-ce qu'on pourrait définir, enfin comment on pourrait définir la douleur pour les auditeurs de ce podcast, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt dans le monde du sport, soit à l'exercer, soit à travailler avec des sportifs, on pourrait se dire que la douleur, c'est peut-être une perception qui va moduler notre performance sportive. C'est un peu comme un signal. Et ce signal-là, finalement, il est variable. Ça veut dire que je connais par exemple certains sportifs qui vont dire non, mais si j'ai pas de douleur à l'entraînement, je considère que mon entraînement, il n'a pas été à fond. C'est-à-dire que moi, si je me suis pas fait mal ou si j'ai pas été jusqu'à la courbature, ça veut dire que mon entraînement a pas été suffisant. Et donc là, du coup, la douleur serait comme un signal qui permettrait de voir si je suis allé assez loin. Mais on peut avoir aussi à l'inverse une douleur qui va entraver peut-être le geste technique et la performance. Et là, du coup, la douleur devient comme un signal d'alarme. Donc finalement, il n'y a pas une définition de la douleur. Pour répondre à la question, c'est qu'il y a comment est-ce que je l'aperçois. Et peut-être pour un sportif, la douleur, c'est peut-être soit ce qui va me guider dans mon entraînement, soit ce qui va entraver mon évolution ou ma performance sportive. Est-ce que ça peut répondre à la question ? Ouais. Mais quand tu parles de douleur dans le sportif qui dit un peu no pain, no gain, mais il y a vraiment la douleur que moi je considère la douleur musculaire de l'effort, la douleur sportive entre guillemets.
Et finalement, est-ce qu'on peut la différencier quand même d'une douleur plus qui peut gêner la gestuelle sportive, mais qui est plus une douleur due à une pathologie entre guillemets? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, ce serait une conception de se dire que soit la douleur est utile, et elle est utile quand je la comprends, soit elle devient inutile ou problématique quand je ne la comprends plus ou quand je la considère pathologique. Mais la douleur, finalement, c'est pas forcément un phénomène pathologique, c'est un phénomène qui vient m'alerter qu'il y a quelque chose à faire. Soit cette alerte est liée à un phénomène physiologique qui est facile à percevoir et à identifier, soit parfois elle est liée à un phénomène qu'on a plus de mal à identifier, mais c'est pas plus pathologique que ça. Il y a quelque chose qui induit mon organisme à provoquer un signal qui me fait réagir différemment. Et donc cette conception de se dire que parfois il y a des douleurs utiles ou parfois il y a des douleurs inutiles ou parfois il y a des douleurs qui sont liées à quelque chose de normal et parfois c'est quelque chose d'anormal, finalement peut-être que cette conception c'est tout le problème. Je pense pas qu'il y ait des douleurs anormales. D'accord. Du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer un peu la différence entre la nociception et la douleur. La nociception, en fait, c'est un message nerveux qui vient de la périphérie. Donc la périphérie, c'est quoi? C'est mes tissus. Donc j'ai un message qui vient de mes tissus et qui m'informe d'une atteinte corporelle. Maintenant, ce message, il peut aussi être présent quand il y a une menace pour l'intégrité de mes tissus. Donc par exemple, prenons le marathonien, par exemple. On sait que quand on a un effort en endurance, quelque chose d'aussi long, il y a des micro-lésions au niveau musculaire. Donc, d'un point de vue nociceptif, il y a une information qui vient des tissus et qui informe ce marathonien ou son organisme ou son cerveau. Enfin, voilà, il y a une information qui est présente disant « j'ai une atteinte au niveau de mes fibres musculaires ». Maintenant, si ce marathonien a décidé que sa priorité était de finir sa course et que plein d'éléments font qu'il a envie d'y aller, il se peut qu'il y ait d'autres phénomènes de modulation qui fassent que sur le moment il ne ressente pas de douleur et qu'il continue sa course. Peut-être que dans les jours suivants la course il ressentira des douleurs, mais sur le moment il n'y en a pas, alors que les micro-lésions elles ont lieu pendant la course. Donc on voit bien que la nociception c'est vraiment une information qui est liée à ce qui se passe, pour simplifier on pourrait dire au niveau des tissus. Donc une information d'atteinte au niveau des tissus, ça c'est la nociception. Mais ensuite, il y a énormément d'éléments qui vont peut-être moduler la façon dont cette information est traitée, et souvent le traitement de l'information se fait au niveau cérébral, et la façon dont c'est traité au niveau cérébral va dépendre d'éléments du contexte, d'éléments de l'environnement social, d'éléments liés aux émotions, liés à la psychologie de cette personne à ce moment-là. Donc dans le sport, on sait par exemple qu'il y a souvent des sollicitations qui sont parfois plus importantes que la normale. On sait dans le sport aussi que parfois il y a des sollicitations qui sont répétées. C'est-à-dire que ce qu'on peut se dire, c'est que il est tout à fait logique d'envisager que lors du sport, il y a des micro-traumatismes. Et donc on peut aussi se dire que régulièrement, il y a de la nociception qui est présente dans les organismes des personnes qui font du sport. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont douloureux en permanence. Donc il y a vraiment une différence entre nociception et douleur. Est-ce que c'est clair comme ça? Oui, carrément. Et est-ce qu'il peut y avoir une douleur sans nociception? Oui, il peut y avoir aussi. Alors peut-être ce qui est le plus communément vécu, c'est quand on va pour une prise de sang et que la personne va dire attention, je vais vous piquer. Et là, on a déjà mal, on s'est déjà crispé, alors que finalement peut-être qu'elle avait piqué avant de dire attention ou qu'elle piquera après. Donc ça, c'est quelque chose de souvent vécu. Peut-être il y a un exemple aussi qui est souvent repris parce que c'est un article qui est sorti dans une revue médicale. C'est l'histoire, enfin c'est pas l'histoire, c'est l'histoire réelle en tout cas d'une personne qui sur chantier a eu un accident de chantier et s'est planté un clou dans le pied. Et donc l'article décrit le cas clinique de ce patient-là qui arrive aux urgences, qui est dans une douleur atroce, qui se retrouve à recevoir des antalgiques très puissants. Et on arrive à faire des examens complémentaires et entre autres une radio, jusqu'à se rendre compte que le clou était passé entre les orteils. Donc il existe ces cas, ce sont souvent des cas extrêmes, et parfois dans nos vécus, en tout cas moi je l'observe en tant que kiné chez les patients qui viennent me consulter, souvent les gens ont
une référence dans leur vie, une expérience passée où ils ont vécu ça en se disant ah ben oui mais là je sais que je me suis fait mal mais je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Et souvent les gens le perçoivent un peu plus à distance parce que sur le coup il y avait des événements ou des éléments du contexte en tout cas qui attiraient leur attention sur autre chose ou qui faisaient que cette information nociceptive n'était pas prioritaire à ce moment-là. Et donc ce sont souvent par exemple des gens qui vont me dire bah voilà j'ai eu une fracture ou j'ai eu une entorse et je m'en suis rendu compte seulement une fois qu'on était rentré à la maison parce que sur le coup il y avait d'autres urgences à traiter. D'accord. Ok. Et est-ce que tu peux nous citer d'autres facteurs qui influencent la perception de la douleur? Donc là il y a le côté peut-être une autre urgence un peu plus impérative qui fait qu'on sent pas la douleur. Mais j'aimerais si tu peux nous parler d'autres facteurs qui influencent la douleur comme je sais pas le côté socio-culturel ou des choses comme ça. On pourrait dire en fait que si on veut résumer, ce sont des facteurs du contexte, des facteurs psychologiques émotionnels et des facteurs de l'environnement, que l'environnement soit social, amical, professionnel. Si on revient par rapport à des gens qui font du sport, peut-être des facteurs de contexte, tout le monde a déjà vécu peut-être une petite blessure à l'entraînement et puis du coup on a mal et on préfère s'arrêter parce que on ressent la douleur peut-être plus intensément. Alors que cette même petite blessure en compète avec un enjeu important, on la ressentira complètement différemment. Voire même quand on est dans des sports collectifs où finalement il y a un enjeu énorme et où il faut que je donne tout pour pas lâcher les coéquipiers, ben peut-être que cette même petite blessure sera vécue complètement différent de si elle avait été vécue à l'entraînement. Et le contexte va pouvoir moduler peut-être les ressentis douloureux à la baisse, mais il peut faire l'inverse, il peut le moduler aussi à la hausse. Si on prend prenons des exemples peut-être de facteurs psychosociaux pour donner des exemples, c'est imaginons, donc ça se rapproche un peu de mon vécu, imaginons j'en ai marre, je suis épuisée et puis j'ai décidé de faire une sortie de ski et puis on commence par une piste un peu plus ardue, on est au froid et puis la personne sur les sièges m'a énervée et on n'a pas levé la barre du siège comme il fallait, puis premier virage, je me casse la figure et je me fais mal. Peut-être que cette blessure-là va mettre plus de temps, peut-être que quand je vais repartir à l'entraînement ensuite, avec la lassitude, avec la fatigue, peut-être l'ambiance avec soit les coéquipiers, soit le coach qui se passe moins bien, peut-être que moi, dans ma vie en général, les choses se passent moins bien, peut-être que ce sport-là me fait moins plaisir. Globalement, tous ces éléments qui sont des éléments soit d'émotion, peut-être des éléments de peur aussi par rapport au fait de se dire mais si je retourne sur le terrain, sur la piste, sur je ne sais quel lieu d'entraînement ou d'activité sportive, est-ce que je vais pas me reblesser et me refaire cette même blessure? Tous ces éléments-là vont peut-être amplifier mon ressenti douloureux. Donc là, on est plutôt sur une modulation à la hausse. Et comment tu traiterais justement, parce que nous, ça nous arrive beaucoup chez les sportifs, c'est quand ils reviennent, se sont blessés, ils reviennent sur le terrain, ils ont une appréhension, et comment tu traiterais cette peur de retrouver la même douleur, de retrouver la douleur de leur blessure finalement? Alors spécifiquement par rapport à ce facteur qui aura une influence sur la douleur, ce qui est important, c'est de l'atténuer. C'est-à-dire que la peur de la douleur, elle est présente, on ne va pas l'éliminer, mais que le sportif en prenne conscience. Et petit à petit, il se rende compte. Donc il y a deux manières. En tout cas, moi, je travaille de deux façons sur la peur. Soit j'essaye de faire prendre conscience que la peur n'est qu'une réaction d'anticipation sur quelque chose qui, si ça se trouve, ne va pas arriver. Ça veut dire qu'on se met dans un contexte d'anticiper quelque chose, mais ce contexte de peur ne fait qu'amplifier des réactions anormales. C'est-à-dire que peut-être si j'ai peur, je vais plus me précontracter à l'avance, donc mes mouvements seront moins fluides. Donc d'une certaine façon, je vais pénaliser mon mouvement sportif et peut-être entraver une aisance dans le mouvement. Donc se rendre compte que peut-être mon anticipation est démesurée par rapport à ce qui peut réellement se passer. D'accord. Ça c'était une première chose, donc peut-être identifier la peur et en discuter et se rendre compte que peut-être ça n'arrivera pas, ou en tout cas comment est-ce que je peux faire, et ça c'est le deuxième axe que moi j'utilise beaucoup, c'est l'exposition graduelle, c'est-à-dire que si le mouvement, je vais prendre un exemple, prenons, je sais pas si ça existe ce genre de sport, mais imaginons que j'ai besoin de sauter d'un muret de 2 mètres de haut. Si le fait de sauter de 2 mètres de haut me fait peur parce que je me dis qu'à l'impact, à la réception du saut,
je risque de me faire mal, peut-être que je peux commencer à me dire, bon ben ok, et si je sautais sur place, qu'est-ce que ça donnerait? Et bien du coup, si sauter sur place me semble réalisable, est-ce que je peux le réaliser? Et est-ce qu'à force de répéter le mouvement, je me rends compte que j'ai de moins en moins peur à faire ce saut sur place, jusqu'à progressivement m'exposer à une difficulté croissante qui va m'amener au mouvement global. Alors c'est très arbitraire cet exercice de sauter de 2 mètres de haut, mais tout geste sportif comprend une difficulté croissante. Est-ce que du coup, face à une appréhension d'un mouvement donné, est-ce que je peux décomposer le mouvement pour petit à petit m'exposer graduellement à quelque chose qui me fait peur, mais sans déclencher la peur et sans déclencher la douleur, ou est-ce que je peux progressivement m'exposer petit à petit à quelque chose, je vais redire la même chose, m'exposer petit à petit à quelque chose qui va me faire retrouver mon mouvement global. Est-ce que je suis claire? Ouais, carrément. Et du coup, ce qu'on remarque aussi chez les sportifs, c'est qu'on a l'impression qu'il y a c'est pas une impression d'ailleurs, mais une mémoire de la douleur. On a vraiment l'impression que cette zone qui a été gravement blessée ou qui a été blessée plusieurs fois par de multiples traumatismes a un seuil de perception de la douleur qui est beaucoup plus bas finalement. Est-ce que c'est clair? Oui. Si je comprends, c'est imaginons quelqu'un qui du coup s'est blessé, voire même blessé plusieurs fois au même endroit. Par exemple, un sportif qui se fait une multiple entorse de cheville, quand il revient sur le terrain, il aura une peur de se retordre la cheville ou de reprendre un coup au niveau de la cheville, parce que il sait que cette zone, dès qu'il la touche, elle est hypersensible et elle a un seuil de perception à la douleur qui est beaucoup plus bas. Et alors c'est intéressant du coup que tu reformules, parce que ça met en avant 2 phénomènes qui sont présents dans les douleurs. C'est que tu me parles d'hypersensibilité et tu me parles de peur. C'est-à-dire chez quelqu'un qui s'est blessé, que ce soit une unique blessure ou que ce soit des blessures répétées, quand on a une blessure au niveau d'un tissu, on connaît les délais habituels de cicatrisation au niveau d'un muscle, au niveau d'un tendon, au niveau d'une fracture. On a ces délais qui sont connus, et pendant le temps de cicatrisation, il est tout à fait normal de ressentir une douleur, parce que la douleur est concomitante souvent de la réaction inflammatoire de cicatrisation. Maintenant, dans les cas de douleurs qui persistent au-delà d'un délai normal de cicatrisation pour le tissu qui est considéré comme ayant été impliqué, il y a d'autres phénomènes qui peuvent entrer en jeu, d'autres mécanismes. Et du coup, dans ces mécanismes, il y a des mécanismes de modulation où finalement, mes systèmes, alors je vais surtout parler du système nerveux parce que c'est plus facile de le comprendre par l'intermédiaire de ce système-là, mais il y a d'autres systèmes corporels qui vont entrer en jeu. Et ces systèmes, entre autres systèmes nerveux, vont être plus sensibles. Ça veut dire que, à la fois parce qu'il y a une lésion initialement, mon système nerveux a peut-être été plus performant pour capter des informations nociceptives, donc c'est bien qu'on les définisse avant, c'est-à-dire que finalement, une information qui à la base n'était pas nociceptive, c'est-à-dire une information qui n'était pas à porter atteinte à l'intégrité de mon corps, peut cependant déclencher un message nociceptif. Donc ça veut dire que je deviens plus sensible, voire même une information nociceptive va être amplifiée par des phénomènes de modulation qui peuvent être modulation au niveau de la moelle épinière, au niveau cérébral, et ça veut dire que globalement, je deviens plus sensible à un stimulus qui initialement ne me faisait pas réagir. Donc ça, c'est le phénomène peut-être d'hypersensibilité que tu observes chez les sportifs que tu vois en consultation. Maintenant, il y a l'autre aspect que tu as bien décrit, c'est le phénomène de peur. Ça veut dire que il y a aussi une modulation qu'on pourrait considérer comme une modulation descendante. Ça veut dire que je vais avoir des attentes, je vais avoir des pensées, je vais avoir peut-être des peurs. Et ces éléments qui sont plutôt des éléments cognitifs ou des éléments émotionnels vont avoir un impact sur comment mon corps réagit. Et ça peut créer encore plus d'amplification. Donc il y a ces 2 phénomènes-là à prendre en compte. Et face à un sportif qui a du mal à reprendre, c'est déjà de se dire, ok, comment est-ce que je peux moduler à la baisse tout ce que moi j'anticipe? Donc on a déjà parlé de la peur, mais comment est-ce que je peux faire à ce que finalement ce geste sportif, que cet entraînement sportif et que cette activité redevienne du plaisir? Comment est-ce que je peux mettre un environnement le plus sécurisant possible pour que je puisse le faire en déclenchant le moins possible la peur et en déclenchant le moins possible ce phénomène de modulation à la hausse?
Et d'un autre côté, au niveau tissulaire, comment est-ce que je vais faire à ce que mes tissus réagissent moins vite et faire à ce que peut-être ma nociception soit moins facilement déclenchée. Et donc ça, ce sont les techniques qu'on utilise régulièrement en kiné, techniques toutes les techniques manuelles. Je vais pas forcément les développer. Je pense que c'est pas l'objectif du podcast non plus. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te paraît plus clair? Ouais, non. En fait, pour résumer, en gros, il y a une modulation qui vient à la fois j'ai envie de dire une modulation centrale cognitive qui majore un petit peu le signal, et aussi une majoration périphérique qui a tendance aussi une modulation périphérique qui a tendance à majorer aussi le signal nociceptif. Ça vient des deux côtés en fait. On pourrait résumer comme ça. En fait, même, on pourrait dire que la modulation, elle existe à tous les niveaux. Donc, elle existe au niveau périphérique, elle existe au niveau central, au niveau de la moelle épinière, mais elle existe aussi au niveau du tronc cérébral, elle existe au niveau cérébral. Et tous ces éléments de modulation font que, finalement, l'expérience douloureuse est pas simple et qu'elle n'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aucune relation entre lésion et douleur. La plupart du temps, ce qu'on vit, c'est que, tiens, je me suis fait mal, je ressens une douleur. Donc la plupart du temps, il y a cette relation entre lésion et douleur. Mais parfois, cette relation n'a aucun lien de proportionnalité. Et c'est là que ça devient complexe. À la fois pour le thérapeute, mais aussi pour la personne qui vit cette douleur, et entre autres le sportif qui comprend plus pourquoi il a mal. D'accord. Et quand il y a une douleur sans lésion, est-ce que ça peut être une douleur aiguë ou c'est forcément une douleur chronique? Alors, je pense peut-être à la question. Je pense qu'il faut peut-être définir ce que ça veut dire que chronique. Alors oui. Parce que finalement, quand on parle de douleur chronique, si on revient sur la définition littérale, chronique, c'est un terme qui a été utilisé d'un point de vue essai clinique, c'est-à-dire que quand on faisait des essais sur des patients, on était obligé de classer les patients dans des catégories, et on a considéré que le terme chronique était, selon les études, c'est défini à 3 mois ou à 6 mois, c'est-à-dire que des patients qui avaient une douleur qui durait moins de 3 mois ou 6 mois selon ce qui avait été utilisé dans l'étude, on considérait que c'était une douleur aiguë, et que quand on passait ce fameux seuil de 3 mois, on passait dans ce qu'on appelle une douleur chronique. Et ça permettait d'avoir une analyse par les essais cliniques où on mettait en place des thérapeutiques différentes quand on était dans ce qu'on appelle une douleur aiguë, ou alors un autre type de thérapeutique quand on était dans ce qu'on appelle les douleurs chroniques. Mais finalement, cette définition, elle est très, comment on pourrait dire, elle est très arbitraire, et même elle est très éloignée du vécu douloureux. En fait, elle est essentiellement utilisée dans la recherche clinique et dans la rédaction d'articles. Pour nous, personnes de terrain, qu'on soit sportif, qu'on soit patient, qu'on soit thérapeute, la notion importante, c'est plutôt le délai de cicatrisation tissulaire. Peut-être qu'on pourrait se dire que aigu, c'est quand on a un mécanisme lésionnel tissulaire probable. Ma douleur aiguë est quand je suis dans le délai normal de cicatrisation de ce tissu-là. Tant que je suis dans ce délai de cicatrisation, c'est normal que la douleur soit présente, et on peut du coup appeler cette douleur-là une douleur aiguë. Quand je dépasse le délai de cicatrisation tissulaire, du coup, je peux considérer que je suis dans une douleur qui est au-delà de la normale, entre guillemets, et dans ces cas-là, plutôt que de l'appeler chronique, peut-être on pourrait appeler ça une douleur persistante. D'accord. Donc, du coup, pour revenir à ta question, est-ce que je peux avoir une douleur aiguë quand j'ai pas eu de lésion? Si on vient sur la définition que douleur aiguë est, on considère que la douleur aiguë est pendant la phase de cicatrisation, c'est qu'il y a eu une lésion initialement. Et que je considère que je l'appelle douleur chronique ou douleur persistante, toute douleur qui persiste au-delà d'un délai de cicatrisation. Maintenant, si je reformule, peut-être qu'il y a une question était celle-là, est-ce que je peux avoir du coup une douleur présente sans qu'il y ait jamais eu de lésion? Oui, c'était ça ma question. Et voilà. Et il peut en effet y avoir des douleurs présentes sans qu'il y ait jamais eu de lésion. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler du coup, il n'y a pas de nociception? Est-ce que, pour qu'il y ait nociception, il faut forcément qu'il y ait lésion? Tu vois ce que je veux dire? La façon la plus classique de voir les choses aussi, la modélisation la plus classique, c'est de considérer que la nociception, c'est quand j'ai un stimulus d'entrée, une information d'entrée, qui porte atteinte à mon intégrité corporelle. Et cette information d'entrée, elle peut être mécanique, elle peut être chimique, elle peut être thermique. Donc imaginons que je vienne étirer un ligament au-delà de sa capacité d'élongation.
Du coup, je vais créer un étirement qui va clairement déclencher la remontée d'informations nociceptives sur les voies qui viennent de cette zone. Maintenant, est-ce que je peux avoir de la douleur sans nociception? Reprenons l'exemple, peut-être ça va être plus simple. Je reprends l'exemple de ce cas clinique dans la revue médicale du patient qui a un clou dans le pied. Sa douleur, elle est pas imaginée, elle est pas fausse. Il la vit complètement, sa douleur. On est même obligé de lui donner des antalgiques de forte intensité, d'efficacité importante. Et ce patient-là, il n'y a jamais eu de nociception. Le clou, il a jamais été planté dans son pied, il est entre les deux orteils. Donc oui, je peux avoir des cas où je n'ai aucune nociception présente et pourtant un vécu douloureux. D'accord. C'est la conception la plus difficile à percevoir parce qu'on a tous la vision que si j'ai quelque chose en sortie, qui est entre autres la douleur, c'est forcément qu'il y a quelque chose en entrée. C'est notre vision des choses, c'est comme ça qu'on a été éduqué, ou c'est comme ça qu'on comprend la douleur, ça veut dire, et c'est comme ça qu'on l'a vécu. C'est-à-dire, je mets le doigt sur le feu, sur le four, alors que ma mère m'a dit de pas mettre le doigt sur le feu, ben je me brûle et puis j'apprends à plus mettre la main sur le feu. J'apprends à plus garder le doigt pincé dans la porte. C'est comme ça qu'on apprend petit à petit à découvrir la douleur et à se protéger de certaines expériences. Donc finalement, tout notre vécu et tout notre apprentissage est plutôt sur j'ai une lésion qui va déclencher une douleur, du coup la douleur me fait apprendre à ne plus répéter cette même expérience. Mais du coup, la problématique, c'est qu'on a cette vision très linéaire d'un mécanisme qui était forcément présent initialement, et ce mécanisme étant forcément une lésion ou une nociception présente. D'accord. Et en fait, le phénomène douloureux est bien plus complexe que ça, puisque le phénomène douloureux est parfois présent alors qu'il n'y a jamais eu de nociception présente. Du coup, le traitement n'est pas entre guillemets mécanique, mais est plus sur le travail psychosocial, c'est-à-dire sur les peurs, sur tous les facteurs qui peuvent moduler la douleur, mais finalement, parce qu'il n'y a aucun facteur mécanique, donc finalement, on ne traite que le facteur psychosocial. Alors oui, en effet, dans ces cas-là, quand j'ai pas identifié de lésion initialement, il va falloir que j'aille chercher d'autres paramètres qui me permettront d'expliquer pourquoi l'expérience douloureuse est encore présente. Ces autres paramètres, je peux les explorer moi en tant que kiné. Parfois, il y a besoin de l'interaction d'autres professionnels de santé parce que on va explorer un champ large dans le vécu du patient. Et je me rappelle plus la fin de ta phrase parce que est-ce que tu peux me rappeler la fin de ta question? Non, mais ma question c'était on traite pas le côté mécanique, mais on traite et est-ce vraiment qu'on traite que ça? Et alors non, en fait, on ne traite pas que, voilà, je me rappelle de ce que je voulais dire, on ne traite pas que cet aspect psycho-social, contextuel. En effet, ce sont des choses qu'il faudra prendre en compte, mais en tout cas, moi, en tant que professionnel du corps, en tant que kinésithérapeute, même dans les présentations de patients où je sais que parce que j'ai identifié dans mon bilan que c'était essentiellement les facteurs psychosociaux qui étaient présents et qui pouvaient expliquer la persistance de la douleur, même chez ces patients-là, il y a toujours un travail tissulaire ou mécanique à faire parce que justement ces patients-là sont tellement dans la peur, dans l'appréhension, dans le geste guindé, rigide, dans l'évitement de certains mouvements, que d'un point de vue biomécanique et d'un point de vue tissulaire, il y a des choses à récupérer. Il y a forcément, enfin il y a très souvent un reconditionnement à aller chercher. Reconditionnement des tissus, reconditionnement musculaire, reconditionnement cardio-respiratoire parce que ce sont des gens qui ont peut-être moins bougé. Mais parfois il y a aussi un réapprentissage d'un bon équilibre des agonistes-antagonistes au niveau musculaire, où parfois il y a certains muscles qui prennent le dessus, et donc on réapprend des gestes fluides, et on réapprend à retrouver toute une gamme de mouvements qui parfois a été mise de côté à cause de la peur, par exemple. D'accord, il y a aussi vraiment une rééducation par le mouvement. Oui. D'accord. Alors j'avais une autre question que les patients ont du mal à comprendre, c'est il y a souvent des différences de localisation entre l'endroit, la localisation de la lésion et la localisation de la douleur. Par exemple, j'ai un tennisman qui a des douleurs au service, on fait des examens cliniques, etc. On se rend compte que ça provient de l'épaule et pourtant il a une douleur au niveau de l'avant-bras, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, je peux expliquer pourquoi.
Je peux expliquer. Il y a plusieurs choses. C'est à la fois le fait que la douleur soit pas localisée au niveau de ce qu'on aurait identifié comme étant la lésion peut être lié au tissu qui est impliqué et peut être lié au mécanisme qui est potentiellement impliqué. Donc par rapport au tissu, par exemple, si c'est un tissu musculaire qui est lésé, on a dans l'idée que, imaginons que j'ai une déchirure musculaire, je vais avoir mal sur la zone ponctuelle de la déchirure musculaire. Maintenant, et donc ça de façon très linéaire et de façon très reproductible, quand j'appuie sur la zone de la lésion, ça peut faire mal. Si je fais contracter ce muscle, ça va faire mal. Si j'étire ce muscle, ça va faire mal et je vais identifier la zone de lésion. Maintenant, il y a des cas de, on va dire, d'atteinte musculaire. Par exemple, imaginons des muscles qui sont soit trop tendus, voire spasmés. Le muscle n'est pas forcément douloureux à la palpation. Le patient n'aura pas forcément identifié ce muscle-là comme étant problématique, mais ce muscle spasmé peut déclencher des douleurs à distance. Donc, par exemple, moi je travaille beaucoup au niveau maxillofacial, visage-mâchoire, et sur mes tableaux de points gâchettes, je sais par exemple que le trapèze déclenche parfois des douleurs qui peuvent aller jusqu'au niveau des tempes. Je sais que le scom va déclencher, donc le scom c'est un muscle au niveau du cou, va déclencher pareil des douleurs qui peuvent faire le tour de l'œil, la tempe. Voilà. Donc en tant que professionnel de santé, on est censé pouvoir avoir plusieurs grilles d'analyse, se dire ok, je sais de façon linéaire cibler un tissu, je sais que si je sollicite mon muscle de telle façon et que je reproduis systématiquement la douleur, la lésion est là. Mais je sais aussi que un muscle peut provoquer des douleurs à distance, par exemple par l'intermédiaire de ces points gâchettes, et il faut que je puisse identifier, j'ai une douleur à tel endroit, est-ce que c'est exactement cet endroit-là qui est problématique, ou est-ce que c'est un muscle à distance qui me provoque cette douleur-là? Et justement, dis-moi. Pour les trigger points, quel est le mécanisme physiologique finalement? Est-ce que tu peux l'expliquer simplement? Pourquoi quand j'appuie sur le masséter, j'ai une douleur, donc le masséter qui amuse la mâchoire, je peux avoir une douleur au niveau un peu plus haut, au niveau de la tête, etc. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un phénomène qui a été décrit physiologique qui peut expliquer ce type de douleur et cette différence de localisation? Je vais avoir du mal à répondre. Je vais Okay. avoir du mal à te répondre là. D'accord. Donc je préfère pas m'engager, c'est-à-dire je vais pouvoir te répondre d'un point de vue clinique ce que j'observe, mais pas forcément d'un point de vue scientifique, donc je préfère peut-être pas m'engager plus sur ce point-là. D'accord. Et c'est pareil au niveau, on sait que les articulations comme la hanche, l'épaule diffusent beaucoup au niveau des extrémités, etc. Pareil, c'est le... Ouais, alors peut-être, ou alors je peux te... Je m'engage pas complètement, tout en étant, voilà, mon point de vue de clinicienne sur cet aspect-là, c'est que j'ai des informations qui viennent de la zone, et ces informations sont relayées au niveau de la moelle épinière, sachant qu'au niveau de la moelle épinière, il y a des synapses, des connexions avec d'autres zones du corps, et donc on peut imaginer peut-être que au niveau de la moelle épinière, il y ait, ou peut-être même au niveau central, qui est du coup synapses entre des informations qui viennent de plusieurs zones, et que ces informations-là finalement se modulent jusqu'à ce que l'interprétation de l'origine soit perturbée. C'est du pied et une information qui vienne de la hanche, qui viennent faire synapse dans une zone proche au niveau de la moelle épinière. Est-ce que finalement mon interprétation va pas m'induire en erreur à me dire bah tiens, j'ai l'impression que ça vient du pied alors que ça viendrait plutôt de la hanche. Voilà un mécanisme probable, mais à prendre avec des pincettes. Et je suis ouverte à tout commentaire sur cette réponse que j'ai pu donner. D'accord. Donc les trigger points, ce serait une manière d'envisager le fait qu'on puisse avoir une douleur à distance. Peut-être que, toujours d'un point de vue tissulaire, si le tissu concerné est un tissu nerveux, dans ces cas-là, on observe des douleurs qui peuvent être pareil, de façon aléatoire, soit localisée, soit à distance, soit irradiée. C'est-à-dire que, imaginons, et ça tout le monde l'a vécu, si je me cogne le coude sur un coin de table et que ça me déclenche la décharge électrique et que j'ai mal dans le petit doigt, je me suis pourtant cogné au niveau du coude, mais la brûlure, elle est ressentie au niveau du petit doigt. C'est-à-dire que quand un tissu de type nerveux est impliqué, du coup, ma douleur, elle n'est plus forcément que locale, donc il se pourrait que ma lésion nerveuse, que mon irritation nerveuse soit au niveau du coude, et pourtant que je le ressente à distance au niveau du petit doigt. Donc pour revenir sur ton exemple, parce que ça se propage sur un trajet nerveux. Voilà, tout simplement. Ouais. Okay. Ça se propage, donc parfois la personne peut ressentir tout le trajet nerveux, mais parfois la douleur ne peut être ressentie qu'à distance. Donc pour revenir sur l'exemple du tennisman dont tu parlais,
il se peut en effet qu'il y ait une atteinte plutôt haute au niveau cervical ou au niveau de l'épaule, et que les trajets nerveux soient impliqués, et que finalement ça soit en distal, c'est-à-dire vraiment en extrémité des membres, que la personne ressente des douleurs, alors que l'origine est bien proximale au niveau de l'épaule ou au niveau du cou. D'accord. Ok. Donc ça serait un phénomène qui est encore assez linéaire, parce qu'on est quand même sur un phénomène tissulaire, c'est-à-dire que j'arrive à identifier un tissu qui serait une cause prédominante pour expliquer la douleur, et dans ces cas-là, en fonction des sollicitations, nous en tant que kiné, on aura assez de facilité à solliciter le tissu et à reproduire la douleur. On arrive de façon prévisible à reproduire, du coup on arrive peut-être plus facilement à identifier le tissu qui serait atteint, et du coup on met en place la stratégie thérapeutique adaptée. Mais il y a des cas où on perd complètement cette linéarité et on perd complètement cette prédiction, où du coup je peux par exemple provoquer un geste qui va déclencher la douleur, mais la fois d'après, la séance suivante ou lors du prochain entraînement, je refais le même geste et j'ai pas la douleur. Et dans ces cas-là, on n'a plus aucune linéarité entre l'élément déclencheur et puis la cause, c'est-à-dire que finalement la cause, on pourrait émettre l'hypothèse qu'elle n'est pas tissulaire, et que du coup il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu, et entre autres, dont on a parlé, ces mécanismes de modulation qui sont présents. Oui, suivant que ce jour-là, il est de bonne humeur, il est entouré de gens qui l'apprécient, etc. Il aura moins mal, par exemple, que si il est en match, dans une situation de stress, sur un match très important, où là, peut-être qu'il aura une douleur un peu plus importante. Ça peut être ça peut être ces éléments-là, mais parfois quand on parle seulement des éléments, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, quand on parle essentiellement des éléments psychosociaux, parfois ça peut culpabiliser la personne face à nous à se dire bah oui mais ma vie est telle qu'elle est. Il n'y a pas que des éléments psychosociaux, il y a aussi dans les éléments de modulation des éléments qui sont très biologiques, où du coup on observe par exemple un accroissement au niveau des canaux ioniques, où finalement la transmission du message se fait encore plus facilement, donc du coup on va peut-être plus facilement expérimenter de la douleur. Voilà, biologiquement il y a énormément de choses qui se passent aussi, et biologiquement c'est vrai que les éléments du contexte vont jouer, mais il faut aussi travailler d'un point de vue corporel pour faire à ce que ces modulations à la hausse d'un point de vue biologique puissent s'apaiser. Et ça, comment c'est toujours par une rééducation du mouvement, des choses comme ça? Comment tu peux agir sur des phénomènes biologiques comme ça, en kinésithérapie? En kinésithérapie, l'exposition graduelle, ce dont on a parlé tout à l'heure, s'exposer graduellement, en partenariat avec la personne qui est présente, donc patient ou sportif douloureux. C'est vraiment comment est-ce que la personne se ressent dans cet exercice, est-ce que elle pense que ça va l'aider, et donc implication, persistance, patience, voilà les grands mots de ce type de rééducation. D'accord, ok. Et je voulais demander comment tu évalues la douleur, parce que on connaît tous l'échelle de 0 à 10, etc. Est-ce qu'il y a d'autres outils plus sensibles, plus différents? Enfin, je sais pas. Alors là, j'ai pas envie de répondre à la question et je vais te dire pourquoi. Comment on l'évalue? Il y a 40 000 manières de l'évaluer. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi on l'évalue? À quoi ça nous sert? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche finalement en évaluant la douleur? L'évaluer pour l'évaluer me sert à rien. Moi, ce que je cherche, je veux soit identifier un éventuel tissu ou mécanisme pouvant expliquer la douleur, et une fois que j'ai identifié ce tissu ou ce mécanisme, je vais venir le cibler d'un point de vue thérapeutique, ou alors je vais identifier des facteurs contextuels, des facteurs psychosociaux qui vont soit expliquer une partie de mon expérience douloureuse, soit qui vont entraver ma prise en charge thérapeutique parce que le patient voudra pas me suivre parce qu'il y a des éléments du contexte ou psychosociaux qui l'empêchent de le faire, soit j'identifie ces facteurs psychosociaux parce que ce sont des facteurs de risque de chronicisation, c'est-à-dire des facteurs qui risquent de faire à ce que la douleur persiste au-delà du délai de cicatrisation. Donc une fois que en tout cas personnellement, je vais pas répondre comment on évalue la douleur en général, puisque moi c'est pas comme ça que je fais. Moi, comment est-ce que j'évalue? J'évalue pas spécifiquement la douleur, j'évalue tous ces éléments-là présents chez le patient qui vient me consulter pour savoir ce que je vais avoir à traiter. Ouais, je comprends bien, mais en fait, l'évaluation de la douleur, ça permet tu vois, tu fais une évaluation le lundi et tu refais une évaluation le vendredi, ça te permet de voir si tu as réussi à diminuer la douleur
façon assez simple. C'est pour ça qu'on évalue la douleur. C'est juste pour voir s'il y a une amélioration ou une détérioration de la douleur, enfin de la perception de la douleur chez le patient. Je comprends. Maintenant, à nouveau, je vais pas répondre à ça. Je vais te répondre différemment. Je n'évalue pas les intensités douloureuses systématiquement parce que c'est pas mon critère d'évolution. D'accord. Mon critère d'évolution sera pas sur la douleur, parce que peut-être à force de demander et la douleur comment ça va aujourd'hui, et sinon votre douleur comment ça va, Ouais, et la douleur, et alors du coup à force de poser cette question-là, on induit chez les patients, et alors moi je vois beaucoup de patients douloureux persistants, donc c'est pour ça que je pose pas cette question, donc je sais que je titille un petit peu, j'essaye d'être non mais je comprends. provocatrice mais à dessein. C'est qu'à force de poser la question, on induit une focalisation sur la problématique et on induit peut-être une peur sur la problématique. Donc personnellement, je vais plutôt évaluer initialement chez le patient quels sont les paramètres qu'on va prendre en compte de façon collaborative pour voir qu'il y a une évolution. Et souvent, ces paramètres sont des paramètres plutôt de fonctionnalité ou donc c'est-à-dire tiens, j'arrive à faire ça que je n'arrivais pas à faire avant, ou alors des paramètres de durée, c'est-à-dire tiens, j'arrive à faire ça plus longtemps avant que la douleur ne m'en empêche. Oui, finalement, tu essaies déjà de détourner, de plus être sur vraiment la douleur, mais sur plutôt qu'est-ce qu'on arrive à faire. Oui. Et finalement, en plus, c'est des critères qui sont beaucoup plus objectifs. Enfin, oui, qui sont plus objectifs que l'évaluation de la douleur qui reste quelque chose de subjectif. Peut-être. Que tu es d'accord avec ça? Alors, clairement, l'évaluation de la douleur est subjective, mais parce que la douleur est une expérience subjective, elle est individuelle, elle n'est vécue que par une seule personne, donc voilà, donc par essence, on peut pas le modifier ça. Mais c'est que surtout, alors je pense pas que ça soit toujours le cas chez les patients sportifs que tu vois, mais moi dans les patients que je vois, j'ai des patients douloureux persistants chez qui je sais que les intensités douloureuses ne vont parfois pas évoluer ou alors mettre du temps à évoluer. Ça ne peut pas être un critère satisfaisant, en tout cas ça serait démoralisant. Donc on va plutôt chercher ensemble des critères fonctionnels qui vont souvent évoluer avant que les intensités douloureuses ne commencent à être modulées. C'est-à-dire, je suis capable, malgré la douleur, de faire des choses. Comment est-ce que je peux faire à ce que ces choses-là changent mon vécu et faire à ce que je me sente mieux dans ma vie en général, malgré la douleur. D'accord. En fait, est-ce que, c'est juste savoir si j'ai bien compris, est-ce que par exemple, si le patient fait des services au tennis, il en fait pendant 5 minutes, il a une douleur, et le but c'est de, avec le même niveau de douleur, arriver à ce qu'il en fasse 10 minutes, puis un quart d'heure, puis après qu'il arrive à jouer tout un match. Ça serait ça. Ah, c'est intéressant cet exemple-là que tu prends. Parce que moi c'est comme ça que je travaille, c'est que souvent, dans le sport, c'est compliqué d'attendre la non-douleur, surtout quand ils ont des seuils de perception assez bas, etc. Et finalement, j'accepte une certaine douleur, mais mon but, c'est de augmenter la charge d'entraînement tout en gardant ce seuil de douleur, ce niveau de douleur, sans majorer ce niveau de douleur. Et en fait, on se rend compte qu'en augmentant la charge d'entraînement sans augmenter la douleur, petit à petit, le seuil de perception à la douleur remonte, c'est-à-dire que le seuil de perception à la douleur remonte, donc la douleur diminue. Tu vois ce que je veux dire? La douleur est déclenchée moins facilement. Ouais, la douleur est déclenchée moins facilement. Ouais. Alors c'est vraiment intéressant, je sais pas si tu pourras mettre des liens peut-être sur le descriptif du podcast. Ce que tu expliques, peut-être on peut envoyer les gens vers un lien qui est un petit article, je te le donnerai, sur le modèle des pics jumeaux ou le modèle des Twin Peaks, qui est du coup un modèle qui nous permet d'expliquer de façon vulgarisée l'exposition graduelle. Et dans ce modèle, c'est comme si on avait deux montagnes. Et en fait, on demande à la personne qu'on veut rééduquer quel était avant votre niveau de service. Voilà, je pouvais faire autant de services que je voulais pendant tout un match qui pouvait durer 2 heures. Ok. Et à quel moment ça commençait à devenir problématique? Si je faisais un entraînement complet de 2 heures à ne faire que du service, là, je savais que j'étais en vrac. Parce que peut-être que j'avais trop sollicité mon épaule ou trop sollicité certaines articulations. Donc on a les niveaux initiaux de ce que la personne pouvait faire avant. Et suite à une lésion, il se peut que finalement le niveau de sollicitation que le sportif peut supporter avant de déclencher la douleur va être beaucoup plus bas. C'est-à-dire que peut-être un seul service peut déclencher la douleur. Et peut-être aussi, parce qu'il a eu cette douleur-là, son niveau de forme en général, son état physique en général a un peu diminué parce que il est moins à s'entraîner et moins en forme.
Et donc l'idée, ça va être d'aller quand même solliciter un petit peu ce seuil douloureux, de définir avec le sportif un niveau d'entraînement qui, en effet, va peut-être déclencher la douleur, mais qui ne déclenche pas de crise ou de flambée ou de poussée douloureuse, quel que soit le mot qu'on utilise pour le décrire, et qui fasse qu'il soit obligé de s'arrêter pendant plusieurs jours derrière. Donc, en effet, ça déclenche un peu, mais globalement, avec ces stratégies de récupération, d'un point de vue alimentation, d'un point de vue hydratation, d'un point de vue repos, d'un point de vue étirement, enfin tout ce qu'il mettait en place avant, il arrive à réguler sa douleur et à faire que l'entraînement suivant, il peut revenir à un niveau qui est supportable, raisonnable. Et donc petit à petit, à force de réentraîner les tissus par cette exposition graduelle que tu as tout à fait bien décrite, on va élever le niveau de déclenchement de la douleur. On va aussi du coup récupérer d'un point de vue condition physique, ce qui fait que globalement, on récupère un geste et la douleur va apparaître de moins en moins facilement. Donc ce modèle des pics jumeaux, je le trouve intéressant parce qu'il permet d'expliquer ça de manière visuelle aux sportifs ou aux patients qu'on a face à nous. D'accord. Souvent, je finis par un message pour les sportifs, alors tu vois, sur un conseil sur la prévention des blessures ou des trucs comme ça, mais là, par rapport à la douleur, je voulais savoir si tu voulais passer un message particulier ou... C'est quand on est sportif, on utilise son corps et du coup, il faut à un moment donné, on est obligé de se pencher à comprendre comment ça fonctionne et comprendre comment son corps réagit. C'est-à-dire qu'il faut comprendre à la fois les mécanismes de lésions tissulaires, les délais de cicatrisation. Parce que j'imagine que toi, tu as des patients qui arrivent en disant « Ouais, mais pourquoi est-ce que j'ai encore mal à la cheville ?» Mais on sait qu'une cheville, c'est 1 mois et demi, et donc, enfin voilà, c'est juste logique. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, complètement. Et souvent, enfin, moi je sais, les quelques sportifs que j'ai eus, parfois c'était, je vais être à exagérer, mais des sportifs un peu cons à se dire « Oui, mais là, j'aimerais reprendre tout de suite. » Oui, mais vous avez beau vouloir, vous, reprendre tout de suite, si c'est pas cicatrisé, c'est pas cicatrisé. Et si on sursollicite, bah ça va pénaliser le sport pendant quelques années. Enfin, il s'esquinte en fait. Donc pour moi, il faut comprendre les mécanismes de lésion et de délai de cicatrisation, et finalement aussi avoir conscience, peut-être c'était le message que tu voulais faire passer, avoir conscience que une douleur, ça n'est pas que des mécanismes tissulaires. Mais c'est exactement le message que je voulais faire passer, à la fois que ce n'est pas que des mécanismes, enfin des lésions tissulaires, etc. Et surtout que quand on est sportif de bon niveau, même, enfin, quand on est sportif, il faut apprendre à connaître son corps. Et la prévention justement des blessures, etc. Ça passe aussi par cette connaissance, pas forcément énorme, mais une connaissance minime de tous les mécanismes, les mécanismes corporels. C'est comme quand on se met au bricolage, on va tous voir des tutos, etc. Et on essaie de comprendre un peu le milieu du bricolage. Là, c'est la même chose quand on fait du sport. Il faut apprendre à connaître un petit peu tous les mécanismes qui régissent le corps humain, quoi. Donc ça me va très bien comme message de conclusion. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Merci à Marie d'avoir accepté mon invitation. J'espère qu'elle vous a aidé à appréhender ce concept si complexe qu'est la douleur. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à retrouver Marie sur son site abcdouleur.fr et à vous abonner à ses newsletters qui paraissent tous les 15 jours. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager avec vos amis sur les réseaux sociaux et à mettre une petite note sur les différentes plateformes d'écoute de votre choix. Si vous avez des questions relatives à cet épisode, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn sous le nom Sébastien Henriard ou sur Facebook et Instagram sous le nom PhysioSkills. Je vous retrouve début janvier, je vous souhaite de bonnes fêtes, portez-vous bien.